Bonsoir à tous, en tout cas bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On parle santé, on parle trisomie, la connaissance ou la méconnaissance des différentes trisomies connues place les enfants atteints de cette anomalie génétique ou malformation congénitale et surtout leurs parents dans un environnement particulier et un état d'esprit guerrier. C'est Cosmo Réunionnais. Souvent, tout le monde parle de trisomie. Quand on parle de trisomie, on parle toujours de trisomie 21, mais ce n'est pas la seule trisomie qui existe. On en parle ce soir avec nos invités. D'abord, on va commencer par celle qui nous parlera sans doute plus de la maladie. Pascal Mezzanine. Oh non, Mezzanine. Pascaline Mezzanine, bonsoir. Bonsoir. Mais il fallait que je te renvoie l'ascenseur. C'est fait exprès. C'était fait exprès. C'est bien. De l'association Trisomie 21974. On va essayer de voir si on peut aborder les autres cas de trisomie. On verra comment aborder ce sujet. On va parler aussi avec les personnes qui vont participer à ces foulées de trisomie. C'est quelle date encore ? Le dimanche 18 mars, dimanche prochain. Ce dimanche prochain, pour parler de la maladie. Alors, on aura aussi Elie Seri, présidente donc des demoiselles le concours s'appelle Mademoiselle Réunion. Mademoiselle Réunion, bonsoir. Bonsoir. Alors, autour de lui, que des jolies femmes, autour de moi aussi d'ailleurs. Donc, Sophie Langlois, je dis Sophie Langlois parce que c'est la maman de la Mademoiselle Île de la Réunion 2018. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Alors mademoiselle s'appelle Eliska. Oui. Vous devez avoir des familles russes, c'est ça ? Non, alors son prénom est d'origine tchèque. Ah d'accord, je me suis trompé en plus. Marie-Claire, bonsoir. Bonsoir. Donc deuxième mademoiselle de la Réunion 2017. C'est ça. Alors, on va, juste avant de commencer, qu'est-ce qui fait que vous êtes participé à ces foulées et vous êtes dans l'organisation ? En fait, donc, comme tous les années, donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle mademoiselle, on essaye de travailler avec des associations justement qui portent sur Tout ce qui est caritatif. Voilà, exactement. Donc l'année dernière, c'était les enfants autistes. Cette année, c'est la trisomie. Donc j'ai pris contact. On a pris contact. On s'est parlé avec la présidente, Madame Sautron. Et après, voilà, donc on fait des œuvres ensemble et on travaille ensemble. Là, ces foulées donc sont organisées à quel endroit puisque À la Plaine des Cafres. À la Plaine des Cafres. Sur le champ de foire. Oui, voilà. D'accord. Quelle va être votre participation à cet événement ? On va aider les jeunes enfants, enfin les jeunes issus de la trisomie 21 dans la course en fait. Vous avez aussi les accompagner. Exactement. Oui. Vous avez déjà prévu des choses particulières pour eux ou pas ? C'est en cours, donc on en parlera bientôt. Alors on va juste regarder un petit peu les images des éditions précédentes, voir un peu quand on parle d'organisation ce que ça veut dire. Donc j'attends que la régie m'envoie les images. Voilà, donc c'est les images passées. Pascaline Nemazine, vous êtes toujours dans ces actions pour votre enfant ? Oui, tout à fait. Parce que j'ai un fils trisomique qui a 14 ans et ça fait 14 ans, dès qu'il est né, que je suis dans les associations, notamment l'association Trisomie 21974. D'accord. Et qu'est-ce que, avant d'aller te parler de la maladie et de ce que ça génère, ce genre d'action pour les enfants atteints de trisomie, qu'est-ce que ça leur apporte ? C'est très important parce qu'il faut impérativement qu'ils fassent connaître au niveau du regard également, parce que bien souvent, quand par exemple on part faire des courses avec nos enfants, on part en voyage ou alors à ce moment-là dans la vie quotidienne, il y a le regard et il faut impérativement qu'on fasse ce genre de manifestation pour qu'eux puissent se mélanger avec les autres, entre guillemets, parce que ce sont des enfants normaux, nés avec une différence certes, mais normaux qui ont leur place tout à fait dans la société. Donc ces enfants-là, quand on organise ce genre de manifestation pour eux, ils sont au centre de cette manifestation défoulée, de la randonnée qui va se passer au mois de mars. Et puis, il y a également cet échange, tout le monde est là, il y a des associations, il y a des parents, il y a de la famille, il y a des amis, il y a tout ça, il y a plein de monde et c'est très enrichissant pour eux. Et ils adorent ça.
D'accord. Alors, je vais revenir dans un instant. On va d'abord donner la parole à ces 3 demoiselles qui n'ont pas encore parlé. La question pour vous, mesdemoiselles, mesdames, comment vous connaissez la trisomie? Qu'est-ce que c'est pour vous et comment vous voulez y prendre part finalement? Si toutes les 3 se regardent, qui c'est qui va répondre? Suspense. Bon, je vais me lancer, effectivement. Donc, effectivement, la trisomie 21 est quelque chose qu'on ne connaissait pas forcément tous. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer une jeune fille qui sera là dimanche, Delphine, que j'ai coiffée pendant très 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 longtemps. Donc, j'ai vu que c'était une jeune femme, maintenant c'est une jeune femme, totalement comme nous, ça n'a rien changé. Enfin, elle est très affectueuse, et je pense que c'est ça qu'on a peur quand on voit une trisomique. On a peur de quoi? On a peur de les aborder parce qu'on ne sait pas du tout quelles seront leurs réactions, et le fait de les côtoyer, ce sont des enfants affectueux. On a beaucoup de choses, nous, d'apprendre. Apprendre d'eux? Ouais, Oui. complètement. C'est vrai? Oui. Aliska? Pour avoir fait une manifestation avec eux au Salon de la Mode, ils étaient avec nous. Et oui, ça nous apprend beaucoup et on se dit qu'on est heureux. Au Salon de la Mode, vous avez défilé, je crois? Oui. Oui, j'ai vu les photos sur votre Facebook. Vous avez fait défiler également des personnes donc atteintes de trisomie. Oui. Comment, à votre âge, il y a cet échange, le contact Est-ce que c'est la même communication qu'avec d'autres adolescents? C'est pas la même, mais en fait, pour moi, je les trouve normaux. Et je vois pas la différence. Pour moi, c'est des adolescents, des adultes normaux, donc je vois pas forcément la différence. Et parler, échanger avec eux, c'est comme avec quelqu'un d'autre? Pas forcément, mais moi, je vois pas... Je vais pas m'arrêter à la barrière. Il n'y a pas de regard je vais pas m'arrêter à différent. cette barrière-là. D'accord. Et elle est là, elle se dit, mon Dieu, ça va être mon tour, ça va être mon tour. Qu'est-ce que je vais devenir? Marie-Claire, bonsoir. La question, c'est pour vous, pour une jeune personne comme vous, quand vous regardez les personnes atteintes de trisomie, la première chose, le premier ressenti, c'est quoi? Je sais pas, j'ai pas été habituée à ça. Comme elle a dit, on a fait un défilé avec eux. Au départ, j'appréhendais un petit peu, mais au final, c'était vraiment super. Ils sont sympas. C'est vrai, ce qu'on dit, je veux dire que quelque part, tant qu'on ne sait pas, on a cette appréhension, Voilà. d'une part. Et je reviens à la question, et je reviens à ce que disait tout à l'heure Pascaline Demazine, c'est le regard. Le regard qu'on porte sur des gens qui sont, d'une part, différents, parce que ils sont différents par rapport à ce que nous, on est habitués, chacun d'entre nous est habitué de voir. Mais comment une maman vit ce moment-là? C'est le moment où quelqu'un passe et regarde. Pas par curiosité, et pas par une curiosité malsaine d'ailleurs, mais juste parce que c'est un regard, et ça déclenche quand même quelque chose. C'est très dur en tant que parent. C'est très dur parce que nous, on a notre enfant, qu'importe qu'il ait un handicap. Aujourd'hui, on parle de la trisomie parce que c'est la manifestation qu'on va avoir dimanche. Mais je veux dire, le regard est très dur à assumer parce qu'on ne sait pas trop si c'est un regard de tristesse. Souvent, c'est ça. C'est un regard où on se dit on ne veut pas trop regarder, mais il faut on essaie de jeter un petit coup d'œil. Mais nous, en tant que parents, ce regard-là, on occulte ça. Il faut qu'on passe des barrières. Et nous, c'est grâce à l'association, c'est grâce aux parents qui ont des enfants qui sont... Pascaline, je vous interromps pour vous poser cette question-là. C'est comment doit-on regarder un enfant, quel que soit son handicap, parce que il y a dans le cœur surtout des parents qui ont des enfants de se dire ça aurait pu être leur enfant, ça pourrait être leur enfant. Et entre compassion, entre bienveillance, entre parfois une curiosité malsaine qui existe encore, ou bien tout simplement parce que on se dit si c'était nous. Oui. Je pense plus c'est une forme de curiosité. Il faut qu'on se dise que les personnes, qu'importe, quand ils voient une différence, c'est tout à fait logique. Il y a le regard. C'est la première chose. Ils regardent tout simplement parce qu'ils voient que cette différence. Mais après, au-delà de ça, quand ils connaissent c'est quoi la trisomie, quand ils côtoient les enfants trisomiques, quand ils voient un petit peu c'est quoi, c'est justement ça qui fait que le regard change. Qu'est-ce qu'on peut faire
Et je mets toujours à la place de l'autre en disant, et je dis aussi pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour mieux connaître? Pour quand je passe, je n'ai ni tristesse en disant que voilà, c'est un enfant comme un autre. Il a eu juste un chromosome de plus. Quand on dit chromosome trisomie 21, c'est donc 21 chromosomes. Et il y en a un de plus qui, à la rigueur, apporte je dirais, cette anomalie génétique. Mais comment l'être qui n'est pas concerné directement par un enfant trisomique, comment on doit regarder un enfant qui lui est trisomique? Bon, en fait, ce que je pense, moi, c'est plus que les personnes viennent justement aux manifestations que l'on fait. Parce que forcément, quand on est concerné, on se dit on va s'investir parce qu'on est concerné, il y a un proche, il y a des amis qui connaît quelqu'un qui est trisomique chez eux. Alors que maintenant, je pars du principe que toute manifestation, moi, je veux dire, c'est pas parce que j'ai un enfant trisomique que je me cantonne à l'association Trisomie 21 974. Je suis également au niveau quand il y a Odyssée, parce que c'est une manifestation qui peut toucher tout le monde. Je suis au niveau de la leucémie parce que ça touche un peu tout le monde. Donc c'est important que les gens, quand ils ne connaissent pas, qu'ils viennent, qu'ils se renseignent. Qu'ils aillent chercher l'information. Nous, au niveau de l'association, on fait en sorte d'amener l'information. Mais maintenant, avec les médias, tout ce qui est les connaissances, Google, etc., il y a plein de gens qui se renseignent. Donc on sait très bien maintenant c'est quoi la trisomie. Et puis, le temps passe, on évolue. Par le passé, les familles qui avaient des enfants peut-être de handicap, qu'importe au-delà de la trisomie, oui. C'était plus tabou. On gardait chez nous, on n'osait pas faire sortir, il n'y avait pas d'institut, ils ne s'étaient pas scolarisés, il y a tout ça. Et on part toujours aussi d'un principe, on le dit il y a 30, 40 ans, même 50 ans de ça, avoir un enfant handicapé, c'était une malédiction du bon Dieu, de la vie. En tout cas, c'était dans nos superstitions. Exactement. Aujourd'hui, voir les enfants malades, c'est plus quelque chose... C'est presque devenu une habitude parce qu'on parle des handicaps. Actuellement se déroulent les Jeux paralympiques à... Pyeongchang. Pardon ? Pyeongchang. Merci, j'aurais pas pu le dire. Ça se passe en Corée du Sud. Donc voilà. Et c'est clair que c'est une autre vision. La France, je crois, avait 3 médailles d'or ce matin. Et on a vu, on a vu également de l'athlète trisomique qui a justement eu la médaille d'or. Voilà. Donc, c'est encore une fois, on le dit, c'est un autre regard, et ce regard-là évolue. Mais est-ce qu'il faut le faire évoluer un petit peu plus vite? Oui, on souhaiterait que ça évolue plus vite. Mais après, au-delà de ça, on se dit, du moment qu'on passe une étape de passé, c'est déjà bien. On continue et on évolue. Nos enfants, ils sont maintenant, par exemple, des bébés, adolescents, c'est de jeunes adultes, parce que dans l'association, on a toutes les tranches d'âge. On a des bébés, encore aujourd'hui. On peut très bien penser qu'au niveau de l'évolution, au niveau de l'HT21, ou alors au niveau de l'amniosynthèse, on découvre effectivement, on apprend aux parents suffisamment tôt que leurs enfants sont porteurs de la trisomie. Et cependant, il y a toujours des naissances et les parents acceptent et gardent cet enfant trisomique. Ça, c'est une chose. Alors, avant de parler de trisomie, on va juste revenir sur les différentes formes de trisomie. Sur ce que j'ai vu, en tout cas, en allant chercher sur Internet, donc trisomie 8, 9, 13, 16, 18, 21 et 22. Donc, différentes formes de trisomie? Tout à fait. Il y a différentes formes de trisomie. Il y a la trisomie libre, la trisomie mosaïque, mais la plus répandue, c'est la trisomie 21. C'est ce fameux chromosome. Avec des pathologies, on peut retrouver des enfants trisomiques qui ont des problèmes cardiaques, qui ont plus de problèmes, on va dire, on remarque beaucoup plus au niveau du visage, au niveau de la nuque, au niveau des yeux. C'est c'est visuel. On voit très bien. Mais la plus répandue, plus de naissance, c'est bien la trisomie 21, ce fameux chromosome de plus, la 21e. Comment on réagit lorsque on découvre que son enfant est trisomique déjà? Ça a été très dur pour moi. Je vais être honnête avec vous. Ça a été très dur parce que moi, je l'ai appris à la naissance. D'accord. Et comme moi, j'avais fait des études de médecine, c'est vrai qu'au niveau de l'échographie morpho, j'étais assez inquiète. Et la gynéco, à l'époque, elle m'avait dit non, je n'avais pas à m'inquiéter, c'est mon premier enfant, je m'inquiète pour rien, etc., etc. Et j'ai appris vraiment à la naissance et je ne l'ai pas appris dans les bonnes conditions. J'estime que lorsqu'on a un enfant, qu'importe, qui est né avec une petite différence,
il y a quand même un minimum au niveau de l'annonce. L'annonce du handicap, c'est très important pour les parents. Il faut que l'annonce soit faite avec les deux parents et non pas un seul parent. Il faut qu'il y ait quand même une certaine intimité. L'annonce ne se fait pas comme ça, en disant voilà, votre enfant il est porteur de handicap, il a la trisomie, point, voilà, et c'est tout, et puis on s'en va, on tourne le dos. Non. Je pense que c'est très important l'annonce, et c'est vrai que lorsque c'est notre premier enfant, hein, ou qu'importe, ça peut être le deuxième, mais tant qu'on nous parle de handicap, on se dit voilà comment on va faire, l'avenir, comment ça va être fait, c'est quoi ce handicap, qu'est-ce qu'on va lui demander. Il y a plein de choses, ça chamboule dans la tête. Il ne faut pas croire qu'un parent qui a un enfant porteur de handicap, on se dit voilà, tout va se passer dans le meilleur des mondes. Non, on sait très bien que ça va être très dur, de la naissance jusqu'à l'âge adulte et voire au-delà. Comment Pascaline Mazine a vécu ce moment, et surtout comment elle a évolué avec cette information? C'est déjà la vie de couple, hein. Il faut quand même qu'il y ait le mari à côté qui soutient, parce que je veux dire, dans des couples où il y a des enfants porteurs de handicap, on voit pas mal de couples qui se séparent. Parce qu'il y a toujours un qui a un peu peur qui a un peu peur de prendre la responsabilité. Mais heureusement que c'est pas le cas. C'est pas forcément le cas. Il faut ce soutien-là, et surtout un soutien familial. C'est très important s'il y a la famille autour. Moi, je peux vous dire que quelquefois, lorsque j'ai eu mon fils, il y a une amie à moi qui me disait elle ne veut pas me voir à la maternité parce qu'elle pensait que c'était contagieux. Oh. Alors que c'est récent, il a 14 ans, hein, je veux dire. Elle pensait que c'était contagieux, elle me l'a dit. Ouais. Elle m'a dit, écoute, je ne peux pas venir te voir parce que j'ai peur, parce que si c'est contagieux, j'ai mon enfant. J'ai dit, non, mais c'est génétique, donc il n'y a rien à craindre. Et bien, c'est toujours comme ça, il y a le regard, on a un peu peur, et puis on a peur également de la réaction de l'enfant. Les trisomiques, ils sont très affectueux. Ils ne voient pas le mal. Ils viennent directement sur vous. Ils vous font des câlins. Et il y a des personnes qui, ça peut surprendre. Ils ne comprennent pas. Donc, il faut, tout au long des jours, hein, dire à notre enfant, tu sais, c'est pas ta tati, c'est pas ton tonton, c'est un étranger, il faut pas partir dessus, etc., etc. Mais de plus en plus, les gens comprennent. Donc, pour l'avoir vécu une fois, je l'ai vu venir vers moi. Bon, comme il a vu que j'avais une caméra, donc je pense que c'est ce qu'il avait attiré. Et il a juste voulu me demander un truc, et je l'ai regardé, ça m'a fait sourire. Mais il a posé sa question. J'ai trouvé très audacieux ce jour-là. Oui. Et c'est vrai que quelque part, ça bouge les normes, ça bouge les lignes, et le comportement en termes de communication est différent. Mais ça, c'est quelque chose qui... J'allais dire que pour se mettre dans la situation, pour vivre ça, il faut aussi du courage, il faut aussi de la détermination. C'est clair. C'est clair qu'il faut passer au-delà de tout. C'est-à-dire qu'un regard, il faut aller au-delà du regard. Au contraire, on a un regard, bon voilà, on s'affiche. Au contraire, Noam, voilà, la dame te regarde, tu dis bonjour, il dit bonjour. Et puis, il y a cette vitre qui se brise. Tout de suite, la personne en face, tout de suite, elle se sent plus à l'aise. On a plus l'impression, voilà, la personne, elle est plus à l'aise, elle se sent mieux, parce qu'elle voit qu'il y a une communication qui se crée, et au niveau de l'enfant également. Donc, il faut que nous, parents, nous ne sentons pas non plus le regard comme une agression. Il faut savoir tourner. Et bien souvent, je fais ça, et les gens, au contraire, ils regardent par curiosité, ils ont un peu peur. Et puis après, quand ils voient qu'on est à l'aise, que tout se passe bien, ça passe mieux. Ça passe mieux. Et c'est vrai que c'est ce premier pas qui compte. Mais c'est un paradoxe, mais c'est pas pour l'enfant, c'est pour l'adulte. Tout à fait. C'est pour permettre, parce que l'enfant, automatiquement, de toute façon, ces enfants trisomiques, ils le ressentent. Ils le ressentent facilement. Et c'est ce que la transition que j'allais faire avec les demoiselles qui sont là, et avec Eddie Seri. Justement, dans les concours, on le voit, et vous l'avez vu lors des défilés, ces enfants ont une façon d'apprécier la vie qui est bien plus importante que ceux soi-disant normaux, entre guillemets. C'est ça? Oui. Ils vivent avec plus d'intensité. Oui. Comment ça s'est vu dans ce défilé? Par exemple, pour notre demi-finale de Mademoiselle Réunion, ils ont défilé aussi avec nous. Et ce sont les titrés de l'année dernière qui ont défilé avec eux. Et on voyait, nous, derrière les rideaux, quand ils faisaient leur passage, on voyait qu'elles étaient contentes. En plus, elles avaient des robes de mariée. Du coup, elles étaient contentes, elles appréciaient le moment. Elles n'étaient pas stressées comme nous derrière. Elles appréciaient, et
c'était juste génial parce que on s'est dit, ben, on a pu leur faire plaisir. Et quelque part, on se sent un petit peu bête aussi parce qu'on se dit, mais on croit toujours que ces personnes-là qui ont un handicap ou autre, finalement, le handicap, souvent, ce sont ceux qui dits normaux, et avec toutes leurs inhibitions, qui ont du mal parfois à se lancer sur le podium, Oui. à vivre finalement. Ouais, Elie. exactement. Et comment gérer un petit peu ces deux publics différents finalement? C'est sûr, mais après, je veux dire, avec les parents des jeunes trisomies, on les avait bien préparés. Et comme leur souhait était justement de défiler en robe de mariée, bah, on a fait plaisir, ils ont défilé en robe de mariée. Et c'était juste émouvant à regarder. Oui. L'expression qu'ils avaient sur leur visage était émouvant. Et même pour les parents derrière, je pense que ça leur a touché. Et comment faire pour justement, au-delà de ces foulées de trisomie, comment faire pour qu'il y ait, comme disait tout à l'heure Pascaline, pour qu'il y ait vraiment une continuité, pour que ça soit récurrent, régulier, pour que ça se répète, pour que ces deux mondes se confrontent le plus souvent possible. Je pense qu'il faudrait faire des actions, des pique-niques, Organiser plus de sorties. plus de sorties. C'est quelque chose. Est-ce que vous avez envie de dire, voilà, ben, ils nous apportent beaucoup, on a envie d'échanger, on a envie d'être avec eux? Oui, parce que c'est vraiment des gens qui touchent en fait, ils sont super gentils. Et voilà. C'est enrichissant. Ah oui, Mm. Très franchement, oui. enrichissant. Mm. Le Et- fait de les côtoyer, justement, nous, on va dire, qui ne sommes pas porteurs de la trisomie, on a beaucoup à apprendre d'eux. Exactement. Et je pense que c'est le message qu'il faut justement faire passer, c'est que c'est eux qui nous apprennent beaucoup, et pas le contraire. Et si on pour faire ne serait-ce que dans votre démarche à vous aujourd'hui, vous êtes deux jolies jeunes filles, vous vous présentez à des concours. Là, comment vous, à votre niveau, vous pouvez aller un peu plus dans cette démarche-là? Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous? Bah, toujours continuer dans les événements, tout ce qui dit défilé avec eux, mais après aussi, il faut aller dans leur monde à eux. Oui. Il faut s'investir avec eux. Et je pense que là, ça serait... S'investir dans leur monde, ce serait quoi? Si, par exemple, ils n'apprécient pas forcément les défilés, par exemple pour Faire ce que pour les eux, ils garçons, aiment. voilà, faire ce qu'ils aiment. Donc, c'est déjà bien les connaître, finalement. Voilà. Tout en sachant qu'en fait, Eliska, avec ses demoiselles et Marie, sont devenues les marraines de l'association Trisomie 21. Et donc, ce dimanche, lors de la foulée, ils auront, pour jeunes trisomies, chacune elles vont être la marraine de chacun d'entre elles. D'accord, ça veut dire vous aurez chacun une copilote à côté de vous pour... Exactement. Pour la randonnée, pour les soutenir. Parce qu'en fait, au niveau de dimanche, il y aura les foulées de 10 km. Donc ça, c'est une course. Hein. Et après, il y a la randonnée. Et nos enfants, ils participent plus au niveau de la randonnée de 6 km 500. Donc là, bien évidemment, nous, en tant que parents, comme on fait partie de l'association, on sera dans le staff, donc au niveau des stands, etc. Et justement, on remercie les demoiselles, hein, parce que elles vont accompagner. Ils vont accompagner nos enfants, parce qu'ils ont quand même, certains enfants, ils ont quelques soucis pour la marche, il faut quand même qu'ils soient un petit peu soutenus. Et on vous remercie grandement de votre implication Avec avec plaisir. notre association. Ouais. On reste on va revenir sur la maladie, puisque ça reste pour certains une maladie, et une souffrance aussi pour certains parents. Mais quand on parle d'anomalies génétiques, de malformations congénitales, est-ce qu'aujourd'hui la science a trouvé un moyen d'anticiper cette anomalie génétique? Mais écoutez, au niveau de la science, nous, ce qu'on déplore un petit peu, c'est que quand vous allez regarder au niveau de la trisomie, on voit bien souvent, on déconseille. Il y a même des médecins qui, quand les personnes arrivent, qu'on découvre, qu'on leur annonce qu'il y a une trisomie, on leur dit purement et simplement, il faut vous faire avorter. J'estime que ça, c'est un choix des parents. C'est pas aux médecins. Vous pouvez faire l'annonce, c'est normal. Hein, vous découvrez qu'il y a une trisomie, c'est tout à fait logique d'informer les futurs parents que leur enfant est porteur de trisomie. Mais moi, j'estime pour moi, hein, je parle uniquement pour moi, ce n'est pas au médecin de dire, voilà, il faut impérativement que vous avortiez.
C'est un choix que l'on doit faire. Moi, j'ai pas eu ce choix, c'était à la naissance. Mais on découvre au niveau de l'association de jeunes parents qui arrivent, qui ont su suffisamment tôt que leur enfant était porteur de trisomie et qui cependant ont accepté de faire naître cet enfant et de le garder. Ensuite, bien évidemment, au niveau de la trisomie, il y a des enfants qui ont des problèmes cardiaques, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a des soucis beaucoup plus importants. Chaque trisomie, même s'il s'agit d'une trisomie 21, 13 ou 18, etc., chaque trisomie s'accompagne, c'est pas la même chose. Ça s'accompagne pas forcément de problèmes cardiaques ou autres. Donc, un enfant trisomique peut très bien ne pas avoir, comme le mien, il n'a pas du tout de problème de santé. Il a sa trisomie, mais il n'a pas du tout de problème cardiaque ou quoi que ce soit. Ça va. C'est vrai, quand on parle de trisomie, c'est vraiment cette forme de malformation congénitale donc touche les gens vraiment différemment. Tout à fait. On peut très bien ne pas s'apercevoir qu'un enfant est porteur de trisomie. En Suisse, c'est une évolution. Aujourd'hui, s'il y avait plus d'institutions, si on intégrait mieux ces enfants-là, nous on voit par le passé, il y a 30 ans, 40 ans de cela, le vécu de ces enfants, c'était vraiment vers 30 ans, c'était pas plus. Oui, tandis qu'aujourd'hui, oui. Il n'y a pas de souci. Ils ont la même, ils ont la même durée de vie Tout à fait. qu'un autre. Exactement. Mais il faut savoir aussi qu'il y a 40 ans, on s'en occupait pas non plus. Tout à fait. Et On passait son temps Oui. à le cacher et vraiment à le sortir lors d'une fête familiale parce qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait personne qui voulait rester à la maison pour le garder non plus. Donc c'est clair qu'il y a eu quand même cette évolution-là. Ouais. Mais reste quand même le souci, l'école. Oui, l'intégration scolaire. 2, le collège, et après le collège. Ça, c'est le souci. C'est notre inquiétude, parce que nous, on se dit qu'il faut quand même que ces enfants-là... Parce que dans l'association, il y a 2 jeunes, comme vous avez dit, le rêve, c'était Delphine et les autres, c'était cette robe de mariée. Ah, oui. Elles estiment que voilà, la robe de mariée, c'est vraiment la vie de couple, la famille, l'autonomie, ce genre de choses. Elles étaient vraiment ravies de porter leur robe de mariage. Donc ça veut dire tout à fait que ces enfants voient plus loin. Ils ne pensent pas rester forcément à la maison avec les parents. Et nous, notre vœu, moi en tout cas mon vœu le plus cher, c'est que mon fils, demain, il puisse se prendre en charge, il soit autonome, qu'il puisse, pourquoi pas avoir une vie familiale, être en couple, pourquoi pas, faut pas s'astreindre à que ça arrive. Ça arrive, bien évidemment, il faut qu'on démocratise tout ça et qu'on ose parler. Ça arrive, effectivement, comme le dit Sophie Langlois, mais il y a un problème en métropole, enfin en France, il y a un problème par rapport à la Suisse et au Canada, on parle peu de la sexualité des personnes handicapées. Oui. D'accord ? On parle très peu pour ne pas dire qu'on en parle du tout. Puisqu'il y a des choses qui sont autorisées en Suisse ou au Canada qu'on ne voit pas en France. En couple, voir 2 personnes, voir 2 trisomiques en couple, ce n'est pas simple non plus. Dans notre association, il y a des trisomiques qui sont amoureux. Non, qui sont amoureux. Oui, je comprends bien ce que vous voulez dire. Qui sont amoureux, ça, oui. Parce qu'elle est d'accord. C'est vrai, je suis d'accord. Mais il ne faut pas non plus se dire que ces enfants, ils ont des pulsions comme tout le monde. Ouais. Après, c'est une question de peut-être. Je pense Non seulement ils ont des pulsions, ils ont quelque chose que au moins ceux dits normaux, c'est qu'ils sont très tactiles. Exactement, si. Ils sont très tactiles, donc c'est un apprentissage. Oui. C'est un apprentissage, c'est comme quand ils partent au collège, il y a quand même, quand ceux qui sont dans les classes spécialisées, les éducatrices, les maîtresses, sont là justement pour leur dire qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des limites. Nous, en tant que parents, à la maison, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Donc, c'est comme les élever comme un enfant et puis leur mettre les limites. C'est à nous de le faire et c'est justement au niveau de la société aussi, de nous permettre au niveau de l'État, au niveau des institutions, au niveau des collectivités, de faire en sorte de mettre toutes les conditions pour que ces enfants puissent justement évoluer dans de bonnes conditions, de meilleures conditions, tout simplement. Cette question-là, je crois que souvent on se la pose pas, c'est est-ce que les enfants porteurs de trisomie ressentent parfois de la souffrance qui peut venir du regard des autres, parfois de leur posture pas très saine. Tout à fait. Il y a comme je disais tout à l'heure, les enfants trisomiques, ils ressentent très bien quand
la personne en face n'est pas sincère. Ils le ressentent. Je sais pas si c'est un sixième sens, ils le ressentent. Ils ne partent pas vers une personne où ils sentent qu'il va y avoir un refus. Il n'y a pas d'affection. Il n'y a pas d'affection, il n'y a pas. Et même si ils partent, bien au-delà de ça, ils vont partir et qu'ils ressentent qu'il y a un refus, ils vont se retirer de toute façon. Ils vont se sentir mal et ça, en tant que parent, on le voit, on le sent. Et il sait le montrer. Et là, c'est un souci de communication. En fait, c'est le rejet. Ils ressentent facilement, ils ressentent le rejet parce que c'est des enfants qui sont très affectueux, qui partent directement, qui sont sans gêne. Ils sont sans gêne, comme le défilé. Hein. Ils ne se posent pas la question s'ils font comme ci ou comme ça, etc. Ou au contraire, tandis que quelqu'un qui va arriver, il va dire attention, dans ma tête, il ne faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse attention au talon, etc. Alors qu'elles, les filles se lancent. Même pour danser, voilà. Elles sont dans leur truc et puis elles se posent pas la question si je vais faire rire ou si je vais paraître... Ils se font plaisir. Ils se font plaisir. Et puis ils prennent cette danse ou quand ils font du théâtre, etc. à 100%. Ils ne se posent pas la question s'ils vont paraître moches ou si quelqu'un va... S'ils font des erreurs, s'ils font des choses... Non. Au contraire, ils vont en rire. Ouais. Ils ne vont pas se poser la question, ils vont plutôt en rire. Et puis après, ça fait... Tant mieux. Voilà, tant mieux. Voilà, c'est plus ça. Parce que quand on parle de dysfonctionnement en termes de communication, que ce soit dyslexique, dysprasie ou autre, dyscalculie, le temps juste de montrer que la fameuse différence, on la voit parfois pas du tout. Et parfois, il faut prendre du temps pour comprendre qu'un enfant a quelques soucis. Je vais vous proposer un reportage sur les troubles ou dysfonctionnements de comportement. En tout cas, chez les enfants, ces dysfonctionnements sont multiples. L'association Arbre à Grandir met en place des outils pour développer la communication. Anne Le Duigou, animatrice et formatrice en communication bienveillante, nous parle de méthodes et de stratégies. Dans tout exercice de communication, dans toute stratégie, la première chose, c'est de créer la brèche, de trouver la faille pour rentrer dans la bulle de l'autre, pour pouvoir ensuite prendre les informations et mettre en place la communication. Au niveau des enfants, qu'est-ce qui doivent être pris en compte en premier ? Je pense que c'est vraiment le besoin de l'enfant, c'est à quel moment je peux, moi en tant qu'adulte communicant, faire en sorte qu'il y ait un espace, il y a un sas aussi entre les exigences de l'école qui sont souvent pesantes et puis qui ne comprennent pas forcément les difficultés, les handicaps de l'enfant, parce que quand on est porteur de trouble 10, on est dans des situations de handicap. Donc c'est vraiment faire ce lien, ce tampon en fait entre les exigences école et puis le rythme du développement de l'enfant qui est vraiment propre à lui. Depuis la création de l'association L'Arbre à Grandir, depuis le travail que vous mettez en place aussi, aujourd'hui, quand vous regardez le développement, qu'est-ce que la communication a apporté de plus dans le cheminement vers l'enfant et dans cette capacité à lui donner envie à s'épanouir, à s'affirmer? Concernant les parents, alors c'est vraiment un détachement par rapport à ces exigences écoles qui sont extrêmement fortes. Nos enfants ne sont pas que des résultats, ne sont pas que des notes. Et quand on pose la question aux parents, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants, d'une manière générale, vers où vous souhaitez les accompagner. Et la plupart des parents vont répondre je veux que mes enfants soient heureux. Or, il se trouve que dans les contextes écoles, on perd vraiment cette notion du bonheur de l'enfant pour atteindre des exigences écoles qui sont parfois en décalage par rapport aux capacités de l'enfant. Et puis, donc les parents éprouvent une grande satisfaction, d'abord de ne pas se sentir seuls. C'est aussi l'intérêt de participer à des groupes d'échanges de parents, c'est de sentir qu'ils sont pas seuls dans ces difficultés-là, en tout cas dans ces difficultés de parents. Et puis les enfants vont éprouver une pression qui est beaucoup moins grande, qui est l'exigence que le parent va aussi apporter en plus de l'exigence de l'école. Et moins il y a de pression, et plus on obtient ce que l'on souhaite. Et donc du coup, on voit très nettement des enfants qui progressent, ou en tous les cas qui se détendent par rapport à ces exigences écoles, parce que le parent n'est plus aussi insistant, mais beaucoup plus dans la compréhension et l'acceptation du développement de l'enfant.
Donc la première étape finalement de la communication, c'est d'abord être soi-même dans des dispositions nécessaires pour pouvoir communiquer avec l'autre. C'est vrai que c'est capital, effectivement. Être bien pour pouvoir faire bien passer ces messages, c'est une chose essentielle. Prendre soin de soi, c'est capital avant de pouvoir être en capacité de prendre soin de l'autre. C'est une des clés de la bienveillance, en effet.